Bonjour et bienvenue dans votre émission Untranoï, au sommaire de ce magazine. Entretien avec le président, économie, jeunesse, esprit des lois, parole d'élu, hommage. Stéphane Valéry, bonjour. Bonjour Madame Thomel. Merci de m'accorder cet entretien. Et puis alors, vous avez souhaité sortir de l'hémicycle, ici, en plein air, comme un symbole de renouveau, car justement, nous allons parler de la situation sanitaire qui s'améliore nettement. Les chiffres sont là. Alors, des mesures d'assouplissement ont été prises par le gouvernement princier, bien sûr en concertation avec le Conseil national. Peut-on déjà parler de sortie de crise ? Écoutez, je crois qu'il faut rester bien sûr humble et modeste face à une situation, on le sait, qui est toujours très évolutive. Mais oui, je crois qu'on peut parler de début de sortie de crise. Vous l'avez dit, les chiffres s'améliorent. Le taux d'incidence est à la baisse désormais. L'hôpital, clairement, accueille beaucoup moins de patients. Les services de réanimation, Dieu merci, sont très allégés aussi, et beaucoup moins sollicités au sein de notre hôpital. Donc je crois qu'il faut en rendre hommage à notre population, monégasque, aux résidents et aux salariés qui ont eu le sens civique, mais aussi bien sûr au gouvernement en concertation avec le Conseil national et sous l'autorité du prince souverain qui a pris les bonnes décisions dans la gestion de cette crise pour concilier au mieux à la fois la protection sanitaire de la population, mais aussi le maintien d'une activité économique, et je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'on a plutôt bien réussi et mieux réussi qu'ailleurs. Alors oui, ces mesures d'assouplissement, nous les demandions, et je dois dire que nous sommes largement satisfaits. La plupart ont été mises en œuvre déjà par le gouvernement, comme le souhaitait le Conseil national. Je pense bien sûr à l'ouverture des restaurants jusqu'à 22h le soir. Je pense aussi à l'ouverture des salles de sport, à la reprise du sport scolaire, à la reprise d'un certain sport indoor aussi, et puis à l'ouverture des cafés, notamment le matin. Donc tout ceci va dans la bonne direction. Alors, est-ce qu'on peut déjà aller plus loin dans ces mesures d'assouplissement ou pas encore ? Oui, je crois. Nous l'aurions souhaité d'ailleurs, et nous allons dès mardi, lors de la prochaine réunion du comité mixte de suivi entre le gouvernement et le Conseil national, ça sera déjà la 33e, nous allons demander donc la poursuite de cet assouplissement, car les chiffres le permettent et continuent de s'améliorer en principauté. Je pense à l'ouverture des cafés toute la journée, pas seulement le matin. Je pense qu'on peut demander aussi aujourd'hui le passage d'un couvre-feu plus tard à 23h, ce qui permettrait d'ailleurs d'ouvrir les restaurants jusqu'à 23h, car au fond, c'est à peu près ça l'heure idéale pour qu'on puisse vraiment profiter d'un dîner, pour augmenter la fréquentation le soir des restaurants qui n'est pas aussi élevée qu'on aurait pu le souhaiter. Voilà. Et puis il faudra penser sans doute aussi prochainement à la réouverture, avec bien sûr toutes les précautions sanitaires souhaitables, des piscines, sans doute sans les vestiaires. Mais c'est vrai que c'est aussi demander le retour à la natation par la population. Parlons des aides. Les aides de la CARE se poursuivent jusqu'à fin mai. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ? La CARE était nécessaire, c'est une commission d'assistance à la relance économique que le Conseil national souhaitait mettre en œuvre. Elle l'a été par le gouvernement. Nous avons souhaité aussi élargir le nombre d'entreprises, d'agents économiques aidés. Ce fut fait. Nous avons souhaité améliorer les aides, les augmenter pour ceux qui en ont vraiment besoin. Ça a été fait. Il faut maintenant poursuivre ces aides pour les secteurs qui continuent à souffrir. Et il faudra les poursuivre aussi longtemps que nécessaire. On peut sûrement faire mieux, on peut toujours faire mieux. Peut-être notamment, et nous l'avons demandé, donc faut-il payer plus tôt ces aides, puisque désormais elles sont mensuelles et non plus trimestrielles. Le gouvernement a payé un peu tard, fin avril, les aides d'avril. On a demandé en mai qu'elles soient versées plus tôt. Je sais que le conseiller Castellini est sensible à cette demande et ça va être fait. Et puis peut-être aussi faut-il, pour les secteurs vraiment extrêmement impactés, toujours très touchés, comme le tourisme, les agences de voyage, l'événementiel, les agences d'organisation d'événements, peut-être faut-il pour cela aller plus loin et donner des aides plus importantes. Nous allons en discuter avec le gouvernement. Et comment favoriser la relance des entreprises pour favoriser la sortie de crise ? Bien, le Conseil national souhaite d'abord que Monaco, là aussi, comme Monaco a été un modèle dans la gestion de cette crise, nous souhaitons que notre pays soit un modèle dans cette sortie de crise.
Et il faut pour cela que l'État joue tout son rôle. Il faut maintenir une forte commande publique, des achats de l'État avec notre budget national qui doivent d'abord profiter aux entreprises et au commerce de la Principauté de Monaco. Donc le Conseil national y veille à sa place. Nous avons voté 90 millions et donc il faut veiller maintenant à ce que ces fonds soient utilisés. Fin mars, seulement une vingtaine de millions sur les 90 millions avaient été dépensés. Donc il faut veiller, au-delà du maintien d'une forte demande de l'État sur les chantiers publics. Vous savez qu'on maintient globalement les chantiers, les investissements publics, bien sûr avec le plan national logement pour loger tous nos compatriotes qui en ont besoin, mais aussi avec de très grands chantiers structurants qui continuent partout dans le pays. Donc il va falloir maintenant, et on va faire le point tous les mois, veiller à ce que les 90 millions du fonds de relance soient bien et rapidement investis dans les entreprises et les commerces de Monaco. Quand vous parlez souvent de concertation, vous faites allusion à ces fameux comités mixtes avec le gouvernement. Comment, justement, se porte le dialogue entre les deux institutions ? Eh bien, écoutez, la relation institutionnelle est bonne. Ce n'est pas un grand secret. Je n'ai pas toujours eu d'excellentes relations personnelles avec l'ancien ministre d'État. Bien, je dois dire qu'avec Pierre Dartout, l'actuel ministre d'État, la relation est excellente. C'est un homme de dialogue, c'est un homme qui n'aime pas les polémiques, tout comme moi. Et je crois que chacun, dans le respect des prérogatives du gouvernement et du Conseil, chacun dans le respect des prérogatives de l'autre institution, nous travaillons effectivement dans une concertation fructueuse dont on voit les résultats. On peut parler de réussite collective, on peut parler aussi, oui, d'unité des institutions dans la gestion de cette crise, mais aussi d'union nationale. Je crois qu'il faut aussi saluer l'attitude de tous les élus des Monégasques qui ont entendu mon appel à l'union nationale, les élus de la majorité, mais aussi les élus des minorités. On a su, je crois, tous ensemble dépasser les querelles de personnes pour travailler pour le bien commun. Et je pense que là aussi, en ce domaine, Monaco est un exemple dont d'autres pays pourraient s'inspirer, qui n'ont pas forcément fait aussi bien que nous dans l'Union nationale. Donc ça porte ses fruits tout cela. Et je crois que la situation singulière de Monaco, elle a été prise en compte grâce à notre offre de soins, grâce à la qualité de notre hôpital public, grâce à ses moyens, grâce à la qualité de ses personnels. J'ai eu le privilège pendant 7 ans au gouvernement de m'occuper de la santé, donc je connais bien les soignants et tous les personnels administratifs et techniques de l'hôpital. Je crois qu'il faut leur rendre hommage. Mais oui, nous avons pu mieux résister que d'autres et le prince souverain a eu le courage de prendre des mesures qui étaient adaptées à notre situation. Pourquoi suivre des mesures trop drastiques qui étaient nécessaires dans de grands pays en difficulté, mais pas à Monaco? Donc je crois que oui, on a pu maintenir malgré tout une vie culturelle, une vie sociale, une vie économique meilleure qu'ailleurs. Et d'abord et avant tout, il faut en rendre hommage au prince souverain. Ce n'était pas évident de se démarquer de grands pays qui nous entourent. Il a su le faire. Parlons à présent de la session législative de printemps. Alors 2 textes sont à l'ordre du jour de cette première séance publique. Un premier texte qui concerne les marchands de biens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Président ? Oui, bien sûr. Ce sont 2 textes qui sont en fait des propositions de loi. C'est-à-dire que ce sont des textes rédigés donc, par le Conseil national. Effectivement, nous avons, depuis la révision constitutionnelle de 2002, le Conseil national a obtenu un droit d'initiative des lois encadrées. Donc, les textes votés par le Conseil national sont étudiés par le gouvernement et il doit, dans un délai de 6 mois, nous dire s'il accepte ou pas de les transformer en projet de loi du gouvernement. Si oui, il a ensuite 12 mois de plus pour déposer un projet de loi. Puis ensuite, bien sûr, si nous votons, ça devient la loi de la principauté. Je dois dire d'ailleurs que là aussi, la concertation fonctionne bien. C'est que quand on regarde la totalité des propositions de loi votées par le Conseil depuis 2002, on se rend compte qu'à peu près 9 sur 10 ont été transformées en projet de loi. Preuve que là aussi, nous sommes écoutés par le gouvernement. Donc la première proposition de loi votée mardi, porte sur les marchands de biens. Alors nous avons poursuivi plusieurs objectifs. Le premier, c'est de faire payer à cette profession, donc les marchands de biens, davantage de droits de mutation. En fait, aujourd'hui, ils sont totalement exonérés de droits de mutation. Donc si vous achetez un appartement en principauté, vous devez payer 4,5% de droits sur le prix de l'achat de l'appartement. Cette profession n'en payait jusqu'à présent aucun. Donc ça nous semble un privilège exorbitant. Donc nous voulons que les vrais marchands de biens que nous allons définir, c'est-à-dire ceux
qui améliorent vraiment le parc immobilier, qui investissent dans les appartements, qui les restructurent, qui les modernisent, qui améliorent le parc immobilier, cela, effectivement, est un avantage, mais pas 0%, mais la moitié des taxes, c'est-à-dire 2,25% dans notre proposition de loi. Mais nous voulons aussi que les autres, et ils sont les plus nombreux parmi les soi-disant marchands de biens, ceux qui en fait n'investissent pas dans la rénovation, ou très peu, qui donnent un coup de peinture à un appartement ancien pour profiter des 0% de taxes, ceux-là, bien, s'ils n'investissent pas un minimum, c'est défini dans le texte, d'argent dans la rénovation de l'appartement par rapport au prix d'achat, ils n'auront plus aucun privilège. Donc ils paieront les taxes normales, 4,50%. Eh bien, savez-vous que cette mesure, non seulement si elle devient la loi, elle va bien sûr favoriser les recettes de l'État, de l'ordre d'une vingtaine de millions supplémentaires, ce qui est toujours bon à prendre pour le budget national, mais elle va aussi permettre d'améliorer l'offre immobilière à Monaco et de véritablement encourager l'amélioration des appartements et la rénovation. Alors un premier texte sur les marchands de biens et puis un second qui porte cette fois sur la désaffectation des terrains publics. Alors quel est l'intérêt de ce texte ? C'est un texte très important. Il s'agit à Monaco, vous le savez, le foncier est très rare. Le prix de vente de l'immobilier au mètre carré est très élevé, parmi un des plus élevés, si ce n'est le plus élevé du monde. Donc les terrains qui appartiennent à l'État sont une richesse nationale qui appartient à l'ensemble de la communauté monégasque. Et le but de ce texte, il reprend en fait une proposition de résolution, une résolution même qui a été votée quand je présidais le Conseil en 2009, mais qui était juste une résolution, donc qui n'avait pas force de loi. Nous avons souhaité donc voter une proposition de loi reprenant ces principes importants qui visent en fait à imposer dans le projet de loi de désaffectation d'un terrain public pour un promoteur davantage d'informations, un meilleur renseignement des élus sur la valeur réelle du terrain, la valeur de son incidence foncière, sur le prix réel et la valeur réelle des contreparties données par le promoteur à l'État, sur la valeur réelle des ventes que le promoteur va réaliser sur le terrain, donc notamment avec un bilan promoteur à la fin de l'opération, car on s'aperçoit souvent que les chiffres donnés au départ sur lesquels se fonde le contrat entre le gouvernement et le promoteur ne sont pas les prix réels à la fin de l'opération. Ils sont souvent sous-estimés par rapport au prix de vente réel. Donc nous voulons un bilan à la fin pour qu'il y ait, s'il y a davantage de plus-value réalisée par l'opérateur privé, alors que l'État puisse en bénéficier aussi et qu'une soulte complémentaire soit versée pour que véritablement les profits soient mieux partagés entre la promotion immobilière privée et l'État. Donc voilà, un texte très important. On parle de centaines de millions d'euros sur les grandes opérations de désaffectation. Donc voilà, nous espérons aussi, comme sur le premier texte, où nous le savons déjà, le gouvernement est en phase avec nous, nous espérons que le gouvernement saura également reprendre rapidement ce texte sous la forme d'un projet de loi. C'est l'intérêt de Monaco, c'est l'intérêt du patrimoine de tous les Monégasques. Alors je suppose qu'il y aura également d'autres textes au programme de cette session de printemps. On parle depuis plusieurs semaines des enfants du pays. Vous en êtes où ? Oui, nous aurons effectivement encore une ou deux séances publiques dans le courant du mois de juin. Et effectivement, des textes importants vont concerner les enfants du pays. C'est une proposition de loi votée par le Conseil qui a été reprise sous la forme d'un projet de loi donc, du gouvernement qui a été, il faut bien le dire, vidé de sa substance par le gouvernement concernant les enfants du pays, puisque c'est juste une déclaration dans le projet de loi d'intention, rendant hommage à cette communauté, mais il n'y a plus de définition, il n'y a pas de droit donc pour ces enfants du pays. Donc nous allons amender profondément ce texte pour définir les enfants du pays. Toute personne qui aura au moins 40 ans de résidence en principauté, donc 2 générations sans discontinuer, 2 fois 20 ans, pourra être considéré comme un enfant du pays, même si on peut faire des critères de priorité dans cette communauté, et on va le faire. Donc ceux qui sont nés à Monaco, qui ont toujours vécu, auront un rang encore supérieur de priorité. Ceux qui sont nés à Monaco, qui ont toujours vécu à Monaco, dont l'un des auteurs, papa ou maman, était né à Monaco, auront encore un rang supérieur. Mais tout cela, ça forme la communauté des enfants du pays, qui partagent notre identité, notre culture et notre communauté de destin. Et donc, soyons logiques. Si on les définit, le but est évidemment, après les Monégasques, après les enfants et les parents de Monégasques et les conjoints de Monégasques, c'est de leur donner un certain nombre de priorités pour l'emploi, mais aussi pour le logement. Donc nous allons
veiller effectivement à réglementer cela dans le texte pour qu'ils puissent avoir accès plus facilement encore à l'emploi et au logement. Et donc, il faut être logique. Pour avoir accès au logement, il faut avoir des logements disponibles. Donc nous sommes cohérents. Vous savez que le prince souverain a décidé d'un vaste plan logement qui était souhaité par le Conseil national depuis le début de la mandature en 2018. Donc plusieurs centaines de familles monégasques vont déménager en 2022, en 2023 dans les 600 appartements neufs construits pour eux par l'État. Et donc nous allons récupérer effectivement 100, 150, 200 appartements du secteur protégé qui pourront être loués aux enfants du pays. Et puis, nous avons demandé au gouvernement d'utiliser une opération de préemption. Récemment, on a préempté 2 maisons anciennes. L'État les a achetées. Et je crois qu'il faut respecter la promesse et l'engagement qui avait été fait aux enfants du pays. À l'époque, c'était la Villa Ida. On sait que pour des raisons de priorité aux Monégasques, elle a été intégrée dans un vaste plan du Grand Ida pour les Monégasques. Mais il faut donc compenser cela. Et donc ce que nous souhaitons, c'est qu'une de ces maisons préemptées puisse donner lieu à une construction par l'État pour les enfants du pays de plusieurs dizaines de logements. C'était une trentaine qui était prévue à Ida. Et ainsi, pas au même endroit, mais nous aurons compensé et tenu la promesse qui a été faite aux enfants du pays. D'autres textes importants? Oui, beaucoup d'autres textes. Alors, ils sont actuellement en discussion, puisque des amendements importants ont été réalisés par l'Assemblée. Donc, le gouvernement est en train de les étudier. Nous allons nous revoir à plusieurs reprises pour trouver le consensus, comme le veulent nos institutions, puisque la loi, d'après notre Constitution, résulte de l'accord des volontés. Donc, il faut trouver un accord entre le gouvernement et le Conseil national. Il y a des textes pour les droits des femmes qui nous tiennent à cœur. Il y en a un qui va renforcer les incriminations, les sanctions contre les agressions sexuelles. Il y en a une autre loi qui va supprimer tout ce qui est obsolète et inégalitaire dans les textes au détriment des femmes, dans les textes de loi anciens. Il y a aussi un texte très important qui nous tient à cœur, qui va mettre un terme à l'atteinte aux droits de propriété des petits propriétaires du secteur protégé. Nous voulons que l'État compense par une allocation compensatoire, donc la perte de loyer que nous imposons aux petits propriétaires pour loger des Monégasques et des enfants du pays. Donc ce texte aussi, je tiens à ce qu'on puisse le voter effectivement d'ici la fin du mois de juin. Et pour conclure cet entretien, Président, comment vous imaginez les semaines à venir ? Alors, je crois d'abord qu'il faut bien sûr rester modeste. Donc, on l'a dit, la situation est évolutive. On ne sait jamais, et donc restons prudents, restons vigilants, continuons à pratiquer les gestes barrières, la distanciation sociale. Mais moi, je suis résolument optimiste. Je crois qu'on a besoin de l'être et on a de bonnes raisons de l'être. Je crois vraiment qu'on voit à l'horizon le bout du tunnel. La vaccination progresse à Monaco. On peut d'ailleurs souhaiter qu'elle s'accélère et on le dit régulièrement au gouvernement. Il faut, dans les meilleurs délais, vacciner la totalité des résidents qui le souhaitent et bientôt des salariés qui le souhaitent. La vaccination progresse dans le monde. Elle progresse aux États-Unis, elle progresse en Europe, elle progresse partout. Donc on sait que c'est la voie et la seule qui nous permettra d'atteindre l'immunité collective. Donc écoutez, avec le retour des beaux jours, et je crois que le soleil qui brille aujourd'hui est un beau symbole, on sait que le virus va reculer. Et ce que je pense vraiment, je souhaite profondément, mais je pense possible, c'est qu'avec la vaccination de masse, on ne retrouve pas à cet automne le retour massif d'un virus et que, oui, on puisse retrouver notre vie économique, sociale, culturelle, normale. Donc, ce qui m'anime aujourd'hui, et je crois qu'on en a tous besoin, c'est vraiment des pensées positives et un sentiment d'optimisme pour la principauté. Votre positivité fait du bien, Président. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous, Madame Thomel. Depuis le début de la crise de la Covid-19, de nombreuses mesures ont été prises dans la concertation avec le Conseil national pour soutenir et accompagner les acteurs économiques de la principauté et aujourd'hui, plus encore, les aider dans la relance. Grâce aux moyens déployés et au budget voté depuis plus d'1 an, nous avons massivement soutenu notre économie. Je pense en particulier au CTTR, qui a été très efficace pour éviter de nombreux licenciements. Je pense également à l'exonération partielle des charges patronales, ou encore, par exemple, à la réduction des loyers des locaux domaniaux à usages commerciaux ou de bureaux. L'objectif, bien évidemment, a été de limiter le plus possible l'impact de la crise sur le tissu économique.
Mais malheureusement, malgré ces mesures, certains secteurs tels que celui du tourisme et de l'événementiel restent encore très fortement impactés. J'espère pouvoir vous dire aujourd'hui que nous nous rapprochons de la sortie de crise. Au sein du comité mixte de suivi de la Covid-19, nous avons défendu et échangé avec le gouvernement pour l'allègement des restrictions. Je pense notamment à la réouverture des restaurants le soir pour les monégasques et les résidents. Je pense également au fait d'avoir un couvre-feu plus tardif, ou encore à la réouverture des salles de sport et à la reprise du sport scolaire. Eh bien, sur le volet économique, la CARE doit continuer d'aider les entreprises qui en ont le plus besoin, aussi longtemps que nécessaire. Pour cela, nous avons obtenu en concertation avec le gouvernement l'évolution des seuils d'éligibilité à la CARE pour tenir compte d'une part d'une plus grande diversité des situations et d'autre part de la durée de la crise. Mais nous avons aussi obtenu, en concertation avec le gouvernement, l'attribution d'une aide forfaitaire et d'une manière générale, le renforcement des soutiens pour celles et ceux dont la situation le justifiait. Il est bien entendu question de prolonger le CTTR aussi longtemps que nécessaire pour les secteurs les plus touchés, mais il s'agira aussi, dès que la situation le permettra, d'envisager une levée progressive et sectorisée des aides. À côté de cela, la relance passera, et passe même déjà, par les différents fonds de relance mis en place par l'État, à travers notamment le Fonds bleu pour les projets de transformation numérique ou encore le Fonds rouge et blanc avec, à titre d'exemple, le déploiement de l'application Carlo qui a permis de réinjecter ces derniers mois plusieurs millions d'euros dans l'économie locale. Enfin, un point fondamental réside bien entendu dans le fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut que l'argent public bénéficie en priorité aux entreprises monégasques. Lors de ces dernières semaines, le Conseil national a pu réagir sur la question relative aux vacances scolaires avancées du mois d'avril. Bien que les élus se soient montrés satisfaits des solutions de garde proposées aux parents monégasques et résidents, ils déplorent que celles-ci n'aient pu être mises en place pour un plus petit nombre d'enfants des personnels éducatifs français, ce qui aurait permis de ne pas chambouler le calendrier des familles monégasques et résidentes, mais également de l'organisation de toute la communauté éducative de Monaco. Loin de toute polémique, le Conseil national avait cité de nombreux exemples de gardes concrètes qui se sont révélés possibles et qui prouvent donc que d'autres solutions auraient pu être trouvées. Nous souhaitons réaffirmer notre soutien à tous les élèves, professeurs et personnels d'établissement pour cette fin d'année scolaire qui s'annonce cette année encore inédite. Sur le plan sportif, le Conseil national se réjouit de la reprise du sport scolaire en extérieur que nous demandions depuis plusieurs semaines, suivant un protocole strict, bien sûr, dès la rentrée du lundi 26 avril. La pratique du sport pour nos jeunes reste essentielle et nous sommes également satisfaits de la reprise des activités sportives en intérieur. À l'aube de la saison estivale, la possibilité pour chacun de pratiquer une activité sportive peut et doit être garantie. Alors, un marchand de biens, c'est la personne qui achète un bien pour le rénover en profondeur et le revendre, en effectuant bien évidemment une plus-value. À ce jour, il n'existe pas de définition de cette activité ni de critères à proprement parler encadrant la réalisation de ces opérations immobilières. L'activité de marchand de biens n'est donc pas encadrée par une loi spécifique et elle est soumise au régime du droit commun d'autorisation et de déclaration d'exercer. Les autres professionnels de l'immobilier sont, eux, soumis aux dispositions de la loi numéro 1252. Eh bien, aujourd'hui, le problème réside dans le fait que certains marchands de biens réalisent de simples travaux de confort en revendant le bien avec une marge importante, non taxée et sans apporter une réelle amélioration du bien. Cette pratique concourt à une augmentation artificielle du coût du prix de l'immobilier, dont il pourrait découler, à terme, un risque de bulle spéculative préjudiciable au secteur de l'immobilier. En effet, il faut rappeler qu'actuellement, cette activité bénéficie d'un régime très avantageux puisque le marchand de biens exerçant à Monaco bénéficie d'une exonération totale des droits de mutation, à la condition toutefois de revendre le bien dans un délai de 4 ans. Par ailleurs, il bénéficie aussi d'une option pour ne pas payer la TVA sur la marge, renonçant dans le même temps à la récupération de toute TVA préalablement payée. Outre ces avantages fiscaux indéniables, on relève également qu'aucun montant minimal d'investissement n'est exigé pour la réalisation des travaux de rénovation du bien acquis.
Alors ce texte consacre un cadre législatif autonome à l'activité de marchand de biens qui serait érigé en profession réglementée. L'apport principal de cette proposition de loi est sans nul doute la modification du régime fiscal dont les marchands de biens bénéficient, puisque l'exonération des droits de mutation ne serait désormais que partielle. En outre, le texte prévoit l'obligation de réaliser un certain montant des travaux dans une période de 3 ans, afin de favoriser une réelle amélioration du parc immobilier. Aussi, en consacrant un statut propre à la profession de marchand de biens, la proposition de loi entend délimiter leur rôle dans le secteur de l'immobilier, favorisant ainsi une synergie avec les agents immobiliers, tout en offrant aux nationaux qui souhaiteraient se lancer dans ces activités un cadre transparent et protecteur. L'objet de ce texte est donc de valoriser et de protéger les vrais professionnels qui contribuent à produire de la valeur ajoutée et à enrichir le patrimoine immobilier de Monaco en les distinguant de ceux qui ne font que profiter d'une réglementation parcellaire et très avantageuse pour leur seul profit au détriment des intérêts de l'État. Ce texte poursuit un objectif très constructif. Il va d'une part mettre en lumière la contribution de ces professionnels au développement de l'économie monégasque et d'autre part faire bénéficier l'État de nouvelles recettes budgétaires. Cette réforme permettra à l'État de bénéficier d'environ 20 millions d'euros de recettes supplémentaires pour le budget. Eh bien, la proposition de loi a pour objet d'encadrer la désaffectation d'un bien dépendant du domaine public. Elle sera présentée et débattue lors de cette séance du 10 mai 2021. Elle a été examinée par la Commission pour le suivi du Fonds de réserve constitutionnelle et la modernisation des comptes publics que je préside. Alors, en droit positif monégasque, les lois dites de désaffectation concernent les biens qui sont affectés soit à l'usage du public, soit à celui d'un service public. Ce texte s'inscrit dans un processus global de modernisation et de rationalisation de notre comptabilité publique, initié par le vote de la proposition de loi sur l'instauration d'une loi de résultat budgétaire final que j'avais reportée également le 16 juin 2020. Eh bien, les réflexions du Conseil national quant à l'examen des projets de loi de désaffectation remontent en réalité à plusieurs années et s'inscrivent sur plusieurs législatures. Une première résolution visant à l'adoption de bonnes pratiques en matière de désaffectation de terrains publics de l'État avait déjà été adoptée le 15 octobre 2009. C'est une évolution confortée par l'analyse d'un expert auquel le Conseil national avait confié fin 2018 la mission de réaliser une étude sur les voies possibles d'évolution de nos finances publiques. Dans le passé, le Conseil national a parfois pu regretter que les informations qui lui étaient communiquées ne lui permettaient pas d'appréhender de manière efficace l'impact réel des projets de loi de désaffectation. Or, les lois de désaffectation sont fondées sur la prise en compte de l'intérêt général, la volonté de préserver les deniers publics et celle de valoriser les terrains de l'État. Alors que le Conseil national est très régulièrement amené à étudier et voter des projets de loi de désaffectation, ils ne sont composés que de 2 à 5 articles, minorant l'importance de ces projets de loi. Elle est pourtant essentielle dans un État dont le territoire est aussi exigu que celui de Monaco. Alors cette proposition de loi répond à un triple objectif. Tout d'abord, mieux informer les conseillers nationaux. Il s'agit d'obtenir un renforcement quantitatif et qualitatif de cette information. Ensuite, assurer un meilleur suivi dans le temps de la loi de désaffectation votée et mettre en œuvre, si nécessaire, des mécanismes de réévaluation. Enfin, conférer aux désaffectations une traduction budgétaire qui sera automatiquement soumise au vote du Conseil national. Globalement, ce texte traduit une volonté commune de l'ensemble des élus d'éviter certaines dérives du passé dues à un manque d'information. Chers monégasques, chers résidents, chers amis, Monaco Télécom a fait l'objet de discussions parfois vives entre le gouvernement et le Conseil national. En début de mandature, nous avons reproché au gouvernement son attitude laxiste vis-à-vis de Monaco Télécom et son manque de vision stratégique, et nous avons reproché à Monaco Télécom ses tarifs peu compétitifs, une qualité de service parfois médiocre et surtout une offre commerciale pas assez diversifiée. Je rappelle qu'il y a 3 ans, Monaco Télécom ne proposait qu'un seul débit d'accès à Internet à 1 gigabit seconde. Depuis, à force de discussions et de convictions, j'ose le dire, de nombreux sujets ont favorablement évolué. Le lancement en cours de la fibre optique avec 5 points d'entrée dans la gamme laisse enfin un véritable choix aux usagers.
Les plus exigeants peuvent choisir une offre à 10 gigabits seconde et ceux qui ont des besoins plus basiques peuvent choisir un débit 100 fois moindre avec une offre à 100 mégabits seconde. Nos discussions avaient aussi porté sur la création d'offres mobiles non engageantes en termes de durée et sans financement de mobile afin de les rendre plus abordables. La création d'une offre mobile pour les préadolescents, la fin de la double facturation pour les chaînes payantes sur les box supplémentaires, mais aussi la fin des factures papier payantes pour les plus de 60 ans et leur diminution par 2 pour les autres. Sur tous ces points, nous avons été entendus. Pour autant, toutes ces améliorations n'ont pas épuisé le sujet Monaco Télécom et des discussions se poursuivent entre la direction de Monaco Télécom, le gouvernement et le Conseil national. Nous avons récemment demandé au gouvernement que des élus du Conseil national puissent siéger au comité de suivi du plan industriel de Monaco Télécom. Ceci est un point très important car cela permettra aux élus du Conseil national de peser sur les orientations stratégiques, mais aussi et surtout sur la politique tarifaire de l'opérateur. Et enfin, dernier point, mais pas le moindre, nous avons aussi indiqué à nos interlocuteurs que, selon nous, la fidélité devait être récompensée, même si dans le cas présent, cette fidélité nous est imposée. Nous avons demandé qu'une tarification spécifique soit mise en œuvre sur les offres fibres pour les monégasques et pour les résidents ayant le statut de résident protégé. Comme vous pouvez le constater, le sujet Monaco Télécom demeure au cœur des discussions entre le gouvernement et le Conseil national. Chers compatriotes, chers amis, 2021 est une année importante pour le logement en principauté. Vous savez que le plan national logement est en pleine réalisation et lorsque nous avons très récemment visité le chantier des tours testimoniaux avec le président, nous avons pu constater combien ces futurs appartements seront de très grande qualité. C'est une vraie satisfaction de voir se concrétiser la politique du logement soutenue depuis le début de cette mandature. Cette politique du logement se concrétise aussi par 3 projets de loi très importants. 2 textes concernent le secteur protégé. Le premier, le projet de loi 1006, a pour objectif, à moyen terme, de sortir d'un secteur trop ancien, avec parfois des logements proches de l'insalubrité, et de disposer d'un secteur protégé neuf, propriété de l'État, pour maintenir en principauté notre population stable d'enfants du pays. Le second, le projet de loi 1015, vise à mettre en place une allocation compensatoire de loyer, qui est destinée aux petits propriétaires, qui représentent 95% des propriétaires du secteur protégé. Cela nous paraît aussi indispensable dans un juste équilibre d'une politique sociale qui doit être assumée par l'État. Un autre objectif de la politique du logement poursuivie par le Conseil national est l'amélioration des mesures en vigueur. Nous avons travaillé avec le gouvernement pour revoir le contrat habitation-capitalisation, le fameux CHC, auquel de plus en plus de monégasques souscrivent ou veulent souscrire. Le projet de loi 1034, tout juste déposé sur le bureau de l'Assemblée, va apporter de nombreuses améliorations, notamment en matière de mobilité au sein du parc domanial, de transmission du contrat, des modalités de remboursement ou encore de son renouvellement. Nous allons étudier ce texte au sein de la Commission du logement et je mets tout en œuvre pour que cette loi puisse être votée dans les prochains mois. De manière générale, je veux rappeler aux Monégasques que nous sommes sur la bonne voie pour sortir enfin de la pénurie de logements dès l'an prochain. Les immeubles domaniaux arrivent, les autorités et tous les constructeurs mettent tout en œuvre pour respecter les délais et livrer les logements au plus vite, malgré la crise sanitaire. Je voudrais enfin vous livrer une réflexion sur l'avenir et vous dire qu'une fois que la pénurie des logements sera résorbée, j'espère, et je m'y attacherai, que nous pourrons envisager que les futures attributions de logements puissent également prendre en considération des critères plus personnels, offrant ainsi aux Monégasques une meilleure prise en compte de leurs choix. Très chers compatriotes, Charit et moi-même avons déposé une proposition de loi instaurant le droit à l'oubli en matière d'assurance de prêt bancaire qui a pour objectif de faciliter l'accès à l'emprunt pour les personnes désormais en rémission de maladies telles qu'un cancer. Le pays voisin applique la convention AERAS, s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé qui permet aux Français qui présentent ce risque de pouvoir accéder à l'emprunt sous certaines conditions. Même si la majorité des assureurs de la principauté la prennent en compte, il résulte une certaine insécurité juridique puisque le droit à l'oubli n'est pas expressément inscrit dans la loi monégasque.
Cette proposition de loi veut initier une réflexion sur ce sujet en dotant la principauté de moyens contraignants de lutte contre les refus d'assurance bancaire ou de l'application de surprimes d'assurance, rendant difficile, voire impossible, pour toute une partie de la population monégasque ou résident monégasque, le recours au crédit bancaire et notamment aux prêts immobiliers, prêts professionnels et certains prêts à la consommation. Très chers compatriotes, il nous a tenu à cœur de pouvoir autoriser les malades à se projeter dans l'avenir, d'avoir des projets pour eux et pour leur famille. Nous considérons que ce n'est pas aux personnes atteintes de ces maladies de s'adapter à la société, mais à la société de s'adapter à elles, dans le respect d'un aménagement raisonnable et des principes d'égalité. Enfin, nous redemanderons la nomination d'un délégué interministériel pour le handicap et les maladies de longue durée qui serait chargé de coordonner les actions des différents départements. Je vous remercie et à CRVD. Mes chers compatriotes, dans son projet de loi portant reconnaissance des enfants du pays, qui sera débattu prochainement au Conseil national, le gouvernement s'est clairement posé dans une logique de symbole, et non dans une volonté de poser des bases juridiques claires pour définir le statut d'enfant du pays. Dont acte. Le gouvernement estime que définir juridiquement les enfants du pays ne serait pas permis par notre Constitution. Personnellement, je ne vois pas de fondement juridique constitutionnel pour interdire la création d'un statut juridique pour les enfants du pays. Mais au-delà d'un statut, c'est la promesse faite aux enfants du pays d'obtenir des logements dédiés que je veux voir respectée. Cette promesse a fait long feu lorsque les logements promis en 2009 au sein de la ville d'Aïda ont finalement été attribués en 2015 aux Monégasques qui étaient en attente d'un logement domanial. Nous devons être les élus nationaux qui honoreront cette promesse faite aux enfants du pays, et ce, avant la fin de la législature en 2023. La majorité du président Valéry l'a accepté. C'est donc maintenant au gouvernement, qui reste décisionnaire et maître des horloges, d'agir en conséquence. Lorsque 1000 appartements domaniaux sont construits pour les Monégasques grâce au plan national pour le logement voulu par le prince souverain, on peut en trouver 30 pour les enfants du pays. L'exécutif doit tenir ses promesses. Merci d'avoir suivi cette émission Tranoï. Nous nous retrouvons lundi 18h pour la prochaine séance publique. Et puis retour en images sur l'hommage qui a été rendu à René Borghini au Conseil national en présence du prince souverain. En liminaire, je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement, Monseigneur, d'avoir accepté de donner suite à notre proposition et d'honorer par votre présence et avec ce buste le résistant et martyr monégasque René Borghini, qui était, lors de son arrestation par la Gestapo, secrétaire de la présidence du Conseil national. On dirait aujourd'hui que ça serait l'équivalent du poste en fait de secrétaire général du Conseil national. Le 15 août 1944, les Alliés débarquaient au lieu et à la date prévue. Les Allemands n'en savaient rien, car René Borghini n'avait pas parlé. Il en paya donc le prix ce jour-là même, fauché par la mitraille nazie sur une potence à l'Ariane à Nice, avec 22 compagnons d'infortune, dont Esther Poggio, qui elle non plus n'avait pas parlé. Ce sens du devoir n'était pas seulement celui d'un résistant patriote. Je tiens à saluer aujourd'hui à travers lui le représentant exemplaire d'une fonction publique toujours essentielle, pleinement dévouée, quelle que soit la période, à la marche de nos institutions. Pour conclure, je cite le président Belando, « Conserver le souvenir de cette cérémonie qui concrétise une vie bien courte mais noblement remplie. Comme un compagnon de route fidèle et tutélaire, ce souvenir vous aidera à traverser la vie, le cœur droit, l'âme courageuse et le front haut. » Oui, ce résistant fit comme tant d'autres don de sa vie, pour ne pas trahir. À ce titre, il incarne le courage et l'héroïsme. Sachons tirer de l'histoire tous les enseignements, sans jeter de voile sur les tristes épisodes. Les jeunes générations ont en effet besoin de savoir ce que représente la force et l'absolu des hommes et des femmes
qui ont fait don de leur vie pour la liberté de leur pays et au-delà de leur continent. Je veux aussi saisir cette opportunité pour saluer le travail du sculpteur Denis Shelboun. Épris de voyage et de pérégrination, il s'interroge, comme chacun de nous, sur l'homme et sur sa destinée. Je vous en remercie. Ce matin ici, qu'il soit remercié pour l'hommage qu'il a rendu au travers de cette sculpture à René Borghini, qui eut le courage d'aller au bout du don de soi, pour nous, pour nos enfants, pour notre liberté.